Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner dans la correction de l'examen Chimertech, un sujet créé par mon collègue Daniel et avec des contributions de Stéphane et de moi-même. C'est parti! Lorsqu'on ouvre un nouveau classeur, la première chose à faire, c'est de visiter les différentes feuilles et d'essayer de comprendre un petit peu l'organisation des données. Ici, nous avons une feuille vente avec quelque chose qui ressemble à un tableau. À vrai dire, lorsque je clique, je pense que ce n'est pas un tableau puisqu'ici je n'ai pas l'outil tableau. Nous avons des identifiants de produits, des régions, des mois. Je vérifie dans la cellule s'il y a une date ou vraiment le nom du mois. Ici, c'est le nom du mois. On a des numéros de sirène qui correspondent à des codes d'entreprise et on voit qu'on a du texte et des numéros. À mon avis, c'est peut-être quelque chose à garder en mémoire pour plus tard. On a le canal et on a des quantités. Visiblement, ce sont les seules colonnes avec des informations qui nous sont fournies. Et ensuite, on dirait qu'on nous demande des choses. Première chose, on nous demandera probablement de faire quelque chose dans cette petite cellule jaune avec les flèches qu'il y a autour, c'est un indice. Et ensuite, on me demande d'aller chercher des informations ailleurs ou de les calculer. J'ai un prix unitaire qui m'est demandé, j'imagine qu'il faudra que j'aille dans la feuille produit pour trouver les informations du prix du produit. On me demandera le nom du produit, on me demandera le nom du client et visiblement il y a une feuille avec le nom du client, donc il faudra aller le chercher. On a des catégories, tiens c'est bizarre, les catégories sont liées au produit, je l'aurais plutôt mise ici, il faudra qu'on voit s'il n'y a pas un petit piège à ce sujet-là. Ensuite, on me demande de faire quoi? De calculer le mois au format de la date. Ensuite, de calculer le CA, ça doit être le montant, le prix de revient, la marge, etc. Et ensuite, on a trois colonnes. Pourquoi le texte est en rouge ici? Et ici, ok, ces colonnes-là ne sont pas nécessaires pour la synthèse, donc visiblement, je peux au moins aller jusque-là pour devoir faire le travail final. Et ça a l'air d'être des choses en plus. Bien sûr, une fois que j'ai vérifié les données horizontalement, il faut que je les vérifie verticalement. C'est toujours intéressant de savoir combien on a d'éléments. Ici, on voit qu'on va jusqu'à la ligne 118 et on commence à la 12, donc ça nous fait une petite centaine d'éléments. On peut mettre cela sous forme de tableau. Cela nous permettra d'aller plus vite tout à l'heure. Passons à la feuille région client. Alors bien sûr, nous avons ici des régions, très bien, je pense que nous pouvons mettre ça en tableau, on verra plus tard si on a besoin de la population et des objectifs. Ensuite, on a janvier et février, mais pas la suite. Bon, ça me paraît étonnant, spontanément, j'aurais bien envie d'ajouter mars, avril, etc. Mais enfin, on verra tout à l'heure si c'est vraiment utile. Pour l'instant, je le mets en tableau. Et voyons ce que nous avons ici. On dirait que ce sont nos clients. On retrouve la colonne des numéros de sirène, mais alors c'est bizarre, tout à l'heure il y avait le mot sirène décrit dans la cellule, et ici il n'y est pas. Par contre, on a des petits triangles verts qui nous indiquent qu'il y a un problème là-dessus. Bon, je n'y touche pas pour l'instant, mais gardons ça à l'esprit. Ensuite, les noms de clients, les objectifs, des petites choses à calculer, on verra ça tout à l'heure, et on a même un petit message au bout, faudra pas que je l'oublie. Bon, ok. Je vais quand même, avant de le mettre sous forme de tableau, descendre jusqu'en bas pour voir ce que nous avons. 135 lignes, alors c'est quand même un peu étonnant, parce que quand même, il me semble qu'on avait moins de ventes qu'il n'y a de clients. Visiblement, il y a dans cette liste des clients qui n'ont pas fait de vente. Gardons ça à l'esprit. Je mets ça sous forme de tableau et je passe à la feuille suivante, données de décembre. Ici, nous avons l'ID du produit, la région, le mois, l'identifiant sirène, et nous avons des informations, mais on dirait que toutes les informations sont dans une même colonne et qu'il va falloir les découper, les séparer, et on dirait que ce sont les données de décembre. Ok, peut-être qu'il faudra les rajouter en bas de la feuille vente tout à l'heure. Passons à la feuille produit. Eh bien voilà, nous avons la feuille produit, on avait deviné qu'il y en aurait une. Ici, on a des produits, des noms, le prix unitaire et le coût. Je peux mettre ça sous forme de tableau, pas de souci. Et ensuite, ah tiens, on retrouve les catégories qu'on avait repérées tout à l'heure. Alors la question est, on dirait qu'on a tous les numéros de produits, chacun a une catégorie. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis cette colonne-là directement dans ce tableau-là? Ça nous aurait évité un tableau. Bon, en entreprise comme ailleurs, de temps en temps, il y a des choses qui paraissent un peu étonnantes. Gardons ça, je pense qu'on peut passer à la suite. Allons voir les priorités.
Alors, on dirait qu'on a pour différents seuils de quantité et les mois, le fait de savoir si c'est prioritaire ou pas. Et on nous dit de ne pas le modifier. Très bien. Passons à la suite, la feuille secours. Alors, il semblerait que la feuille secours reprenne les mêmes colonnes que la feuille vente et on a même, on dirait les résultats, hein. Donc, ça veut dire, si jamais j'ai un doute sur une de mes formules, je dois pouvoir venir voir ici si j'ai juste. Et en plus, si jamais je n'arrive pas à faire les colonnes qu'on me demande et que j'en ai besoin pour faire la synthèse, je dois pouvoir utiliser cette feuille de secours. Très bien, ça peut toujours servir. Allons voir la synthèse qui nous est demandée. Bon, ici, on a l'impression qu'il y aura un segment à faire en haut, un segment à faire en bas, tiens, trois segments. Ensuite, on a des anneaux à faire, un, 2, 3, mais ils sont tous à partir du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je pense qu'on l'a dans la feuille vente. Les régions, on l'a dans les ventes, les catégories et le canal de vente aussi, donc ça devrait être facile. Ensuite, on a l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Ben, ça tombe bien, on a les mois déjà quelque part, donc ça doit être faisable une fois qu'on aura calculé le chiffre d'affaires. Et ensuite, on a la marge. Alors tiens, la marge, ça, on l'a pas. Il faudra la calculer. Bon, visiblement, on doit en effet pouvoir faire ça assez facilement. Eh bien, écoutez, c'est parti. Dans tout ce qu'on a vu, ce qui me semble peut-être le plus utile à faire en premier, c'est de ramener les données de décembre dans la page des ventes. Donc, je vais séparer toutes ces données-là. Alors, soit on utilise le CTRL E, mais comme il y a pas mal de colonnes, je pense que je vais faire ce qu'on avait vu, aller dans Données, chercher le petit outil qui s'appelle Convertir, et quand on lit, ça veut dire fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. Bon, ça me semble une très bonne idée. Ici, on va choisir Délimiter. Je vais faire suivant. Mon délimiteur, c'est quoi? À mon avis, c'est le slash. Et au moment où je mets le slash, je m'aperçois que ça ressemble assez bien à ce que je voudrais. Je vais faire suivant. À quel endroit je vais le mettre? Soit on remplace directement, soit on le met ailleurs. Bon, je vous avoue, au cas où il y aurait des petits pièges, je vais peut-être le faire ailleurs pour commencer. Et comme ça, j'ai la possibilité de vérifier si jamais j'ai fait une erreur. Bon, j'ai pas l'impression. Je vais mettre ça en tableau. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin bon. Et je vais prendre les données et je vais aller voir si elles peuvent se coller directement en bas de la feuille de vente. On va voir ce que ça donne. Je descends, je me mets bien au début et je fais un coller et j'ai l'impression que ça passe. Les numéros ont l'air d'être des numéros, les régions ont l'air d'être des régions, les mois, c'est le mois de décembre. J'ai bien mes sirènes, mon canal, les quantités vendues ont l'air d'être des nombres. Bon, ça m'a l'air tout à fait correct. Il serait possible de s'y prendre autrement. Il existe une nouvelle formule qui s'appelle fractionner texte. On prend un texte, point virgule, on met entre guillemets le délimiteur et on appuie sur Entrée. Instantanément, vous voyez que cette formule va s'agrandir, se déverser, se propager dans les colonnes nécessaires pour remplir tout ça. Et on peut les tirer vers le bas. Et je crois qu'on aurait à peu près la même chose. Et là, je pense qu'on pourrait faire un petit copier-coller. Ça marcherait aussi. On me demande de faire une liste déroulante dans la cellule C9 du tableau des ventes. Évidemment, si je voudrais avoir la liste des mois, il me faudrait une source. Est-ce qu'on l'a vraiment ici? J'essaye de voir. Ah, mais oui, d'accord, j'ai compris. C'est ce qu'on nous avait demandé au début. On a le tableau, on va aller jusqu'à décembre, hein, ce sera plus simple. Et puis on va prendre ça comme source. Je vais donc dans la feuille des ventes, je clique sur la cellule C9, je vais dans Données et je cherche Validation de données. Ici, je ne veux pas que tout soit possible, je veux seulement avoir les éléments d'une liste. Je vais donc choisir liste et je vais me mettre dans la source et je vais aller sélectionner les mois que je viens de faire dans mon petit tableau. J'appuie sur Entrée et maintenant j'ai bien la possibilité de choisir un mois. Tiens, on va prendre avril puisque je vois du avril ici. On me demande maintenant de mettre en couleur les lignes entières lorsqu'elles correspondent au mois qui est sélectionné ici. Si je veux faire des lignes entières en couleur, il faut d'abord que je sélectionne la totalité du tableau. Vous notez que je n'ai pas pris les titres. La cellule active, c'est celle A13 qui contient le produit numéro 7. Maintenant, je vais aller dans le menu Accueil et je vais cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Et je vais choisir Nouvelle règle parce que malheureusement, aucun des autres éléments ici nous permettent de faire ce que l'on va faire, c'est-à-dire une formule.
Je clique sur Nouvelle règle. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, les Mac, vous devez choisir euh, classique, si ma mémoire est bonne, pardon. Et ensuite, vous allez prendre le dernier choix qui contient les formules. Les PC, vous devez choisir une couleur, allez choisir une couleur pas trop laide, enfin bon, faites un truc qui vous plaît. Bref, on va prendre une couleur et ensuite on va essayer de faire la formule. La formule qui nous intéresse dépend de la cellule qui est notre cellule active, donc la cellule A13. Quand est-ce que A13 doit être en couleur? A13 doit être en couleur lorsque la cellule du mois en 2024, donc C13, est égale au mois choisi, C9. Bien sûr, lorsque je vais descendre à la ligne d'en dessous, sur la ligne 14, il faudra que on regarde quoi? Pas sur la ligne 13, mais sur la ligne 14. Ici, il faut donc absolument que j'enlève un petit dollar. Donc le dollar que je dois enlever, c'est le dollar qui est devant le 13, de manière à ce que ça descende de ligne en ligne. Au moment où je clique sur OK, bien sûr, les lignes du mois d'avril se mettent en couleur et je peux changer, par exemple ici, essayons sur le mois d'août, et bien oui, cela a l'air de parfaitement fonctionner. Je remets avril de manière à ne pas avoir de couleur sur les premières lignes, là où je vais mettre mes formules pour la suite. On nous demande sur la quantité vendue de faire un format personnalisé. Bien sûr, je vous rappelle, il faut absolument que l'on puisse continuer à faire des calculs sur cette colonne. Faisons une petite somme de manière à vérifier que nous ne cassons rien. Je vais sélectionner la colonne, je vais faire un clic droit, format de cellule, et dans la petite fenêtre qui s'ouvre, je vais faire format personnalisé. Ici, je vais me mettre après le mot standard, je vais ouvrir les guillemets et je vais mettre espace BTE, fermer les guillemets. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien le format qui est appliqué à toute ma colonne et quand on clique sur une cellule, on voit qu'il n'y a bien que le nombre qui est inscrit dans la barre de formule et notre somme continue de fonctionner, donc tout va bien. Et maintenant, on nous demande d'aller chercher des informations dans une autre feuille à partir d'informations que nous avons déjà ici. Bien sûr, c'est le prix unitaire. Et vous avez compris que nous retrouvons nos recherches V et nos recherches X. Je vous propose de le faire d'abord en recherche V, puis en recherche X. Et ensuite, je pense que je ferai que des recherches X. Ici, je vais donc faire égal et je vais prendre ma recherche V. La recherche V a besoin d'un élément pour trouver le prix. Ici, l'élément qui va nous donner le prix, c'est l'identifiant du produit. Je prends bien sûr une seule cellule, sinon je vais avoir une erreur propagation. Point virgule. Maintenant, je vais aller dans la feuille qui va, à partir de cet identifiant, me donner le prix unitaire. Bien sûr, je vais dans la feuille produit et je crois que je peux sélectionner tout le tableau puisque les colonnes sont dans le bon ordre. Je commence bien par l'identifiant du produit, point virgule, et donc je vais mettre le numéro de la colonne qui m'intéresse. En partant de l'identifiant du produit, qui est la colonne 1, le nom du produit dans la 2, le prix unitaire, et dans la 3. Je tape donc 3. Point virgule. Attention, si je ne mets rien d'autre, la recherche V va être approximative. J'ai donc besoin de dire ici que je veux chercher exactement l'identifiant du produit pour ensuite apporter le bon prix. Je vais donc mettre faux pour une recherche exacte. Je peux appuyer sur Entrée et bien sûr, je vais avoir les prix qui apparaissent directement. Faisons un petit clic sur le filtre pour voir s'il n'y a pas de NA pour l'instant. Il n'y en a pas, mais si on avait envie, ce serait bien de mettre autour quelque chose comme 6 erreurs ou sinon disp. Allez, je vais commencer par une sinon disp. Et on va dire ici non trouvé par exemple, de manière à ce qu'il y ait un petit message. Je ferme bien mes guillemets et ma parenthèse, mais normalement il n'y a pas d'erreur à ce stade. Faisons la même chose avec une recherche X. Je vais donc aller chercher la recherche X qui est uniquement dans les Excel avec abonnement. Bien sûr, pour trouver le prix unitaire, j'ai besoin, comme dans la recherche V, d'aller prendre l'identifiant du produit. Là encore, je clique sur une cellule, sinon je vais avoir une erreur propagation. Point virgule avant de changer de feuille. Je vais dans la feuille produit. Attention, ici je dois prendre qu'une colonne et je vais prendre l'identifiant produit. Faites attention, le tableau est collé en haut sur les en-têtes de ligne. Ne vous trompez pas, ça sélectionnerait 1 million de lignes. Moi, je veux juste la colonne ID produit. Point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je veux une fois que j'aurai trouvé la bonne ligne? Bien, je veux le prix unitaire.
Là encore, sélectionnez uniquement les données, ne prenez pas 1 million de lignes. Point virgule. Maintenant, nous avons un paramètre qui nous dit qu'est-ce qu'on affiche si jamais ça ne marche pas. Je vais mettre ici, entre guillemets, non trouvé, de manière à ne pas avoir à faire une si non-disp ou une si erreur autour. Et comme je veux une recherche exacte, eh bien, je peux m'arrêter là. Si jamais vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez mettre point virgule et mettre 0, mais c'est la même chose que rien, puisque par défaut, la recherche X fait une recherche exacte. J'appuie sur Entrée, et normalement, je trouve le même résultat. Pour le nom du produit, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la recherche V, avec une petite différence. Je vais donc copier la formule, je vais me mettre ici et je vais la coller, et je crois que c'était uniquement le numéro de colonne qu'il fallait changer, et je vais donc mettre 2 à la place, et normalement on a le même résultat. Si jamais vous avez fait une recherche X, écoutez, vous la recopiez, et vous pouvez changer le nom de la colonne dans laquelle on fait la recherche, sinon vous la refaites en entier. On nous demande maintenant d'ajouter le nom du client et qu'est-ce que nous avons pour le trouver? Nous avons le numéro de sirène. Ah oui, je vous avais dit en introduction que ça me paraissait bizarre de répéter du texte devant les numéros. Allons voir dans quel tableau on trouverait le nom du client. Bien sûr, c'est dans Région client et ici, ah bah oui, on a des sirènes, mais alors là c'est étrange, on n'a pas le texte devant et par contre quand je clique dans une cellule, je m'aperçois que c'est pas juste un format, on a des espaces. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une sorte de petit triangle vert. Qu'est-ce que ça dit dans le petit triangle? Convertir en nombre. Ok, donc Excel a compris que globalement, on devrait avoir des numéros de sirène qui sont des nombres, mais en fait, comme quelqu'un a laissé des espaces, je pense que c'est ce qui arrive quand on fait des copier-coller depuis Internet, du coup, ce ne sont pas des nombres, mais par contre, je ne peux pas faire une recherche V parce que moi, de l'autre côté, dans ma cellule, j'ai le mot sirène et il faut donc que j'enlève cette partie-là. Et on me dit que je n'ai pas le droit de la modifier. Bon, donc on va se faire une petite colonne juste avant le nom du client, on va l'insérer et on va faire le sirène nettoyé, propre, de manière à essayer de se débarrasser des mots qui sont avant. Quelle est la formule qui me permet d'enlever quelque chose dans du texte? Mais écoutez, je crois qu'on est parti pour une petite formule qui s'appelle substitut et qui fonctionne avec, je prends le texte, donc ici c'est le sirène, et je dis ce que je veux enlever. Ce que je veux enlever, j'ouvre les guillemets, je crois que c'est sirène, deux points, et espace. Je ferme les guillemets. Et ça, je veux le remplacer par quoi? Par rien. Donc je vais mettre guillemets, guillemets. J'appuie sur Entrée. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai l'impression qu'on a gardé les espaces. Normalement, la recherche V devrait fonctionner. Attention, il est possible que vous ayez envie de mettre des numéros du chiffre des deux côtés. Si jamais c'est le cas, si ici vous avez supprimé les espaces soit en faisant un suprespace, soit en faisant un CTRL H, soit en faisant tout simplement la sélection et en cliquant sur convertir en nombre, vous voyez que maintenant quand je clique dans une cellule, dans la barre de formule, il n'y a plus les espaces, c'est du numérique avec un format. Et bien dans ce cas-là, il faut que vous ayez du numérique ici aussi. Solution 1, vous pourriez faire un suprespace. Est-ce que ça marcherait? Je crois pas, parce que suprespace, ça supprime les espaces en trop, mais pas les espaces qui sont utiles, c'est-à-dire les espaces qui ne sont qu'une seule fois. Je pense qu'à la place de suprespace, il faudrait que vous fassiez un petit cnum, c'est-à-dire qui convertisse en numérique. Ici, je mets mon petit cnum autour, j'appuie sur Entrée, et j'ai bien du numérique, de manière à pouvoir faire ma recherche V du numérique sur du numérique. Faisons la recherche du nom de client avec une recherche X qui ira peut-être un petit peu plus vite, surtout qu'elle n'en a rien à faire de l'ordre des colonnes, c'est donc plus simple. Je vais prendre un numéro de sirène, de manière à ne pas avoir d'erreur de propagation. Je vais aller dans mon petit tableau, je crois que les colonnes, ici, on n'a pas besoin de l'ordre, donc on va pouvoir prendre la colonne directement. Si jamais la petite tête vous gêne, n'hésitez pas à la déplacer. Je choisis la colonne du sirène, point virgule, la colonne du nom du client. Ici, si on a envie, on pourrait mettre point virgule non trouvé au cas où il y aurait un problème. Ça nous évitera les NA tout à l'heure. Et je peux appuyer sur Entrée.
Bien sûr, si on veut faire la catégorie et qu'on veut faire une recherche V, lorsqu'on va dans l'ordre des données ici, ça ne va pas marcher. Il faut absolument déplacer les colonnes. Si on fait une recherche X, on n'en a pas besoin. Attention, quand vous voulez déplacer une colonne dans un tableau, vous devez et prendre l'entête et prendre les données. Ensuite, vous devez cliquer sur la bordure et aller tout doucement sur le bord. Il faut que ce soit un petit trait vert. Si jamais c'est un grand rectangle, ça va sortir les données du tableau. Donc, laissez le petit trait vert, lâchez, et vous allez voir que les données seront bien dans le même tableau. Si je clique dans Création de tableau, cette colonne-là est dans le tableau 8, et celle-là est aussi dans le tableau 8, elle n'est pas sortie du tableau. Maintenant, nous pouvons faire notre recherche V. Je vais dans les ventes, je vais dans la colonne catégorie, je vais mettre recherche V. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la catégorie? C'était bien sûr le nom du produit. Je vais donc prendre une seule cellule du nom du produit, point virgule. Je vais aller dans notre petit tableau des produits et je prends le tableau en entier, point virgule. La catégorie se trouve dans la colonne 2 et bien sûr je veux faire une recherche exacte à partir du nom de produit. Je vais donc mettre faux. J'appuie sur Entrée et normalement j'ai les catégories. On nous demande maintenant de faire le mois en date, c'est-à-dire de passer du nom du mois, janvier, février, mars, à le premier jour de ce mois. Mais bien sûr, vous avez compris, il faudrait qu'on ait le numéro de chacun des mois. Bon, pour faire ça, je pense que je vais utiliser la formule date qui a besoin de l'année, du numéro du mois et du jour. L'année, ce sera 2024, le jour, ce sera le 1, mais il me faut le numéro du mois. On a plusieurs solutions, on peut utiliser une si condition, mais ça va être un peu laborieux. Je crois me souvenir que nous avons presque déjà ce qu'il nous faut. Regardez dans une des feuilles. Ici, on a tous les numéros du mois dans un tableau. Peut-être qu'on pourrait mettre à côté le numéro qui correspond. Par exemple, 1 pour le mois de janvier, et ici, je vais étirer pour aller jusqu'à 12. Est-ce que vous connaîtriez une formule qui transforme quelque chose en autre chose dans un tableau? Écoutez, je pense que ça va être pas mal. Alors, comme vous êtes maintenant super à l'aise avec les formules, on va faire la date. L'année, c'est 2024, point virgule. Et il faudrait maintenant qu'on fasse une petite recherche. Soit vous faites une recherche V, soit une recherche X. Ici, tiens, varions les plaisirs, recherche X. Je vais prendre quoi? Bien, il me faut le nom du mois. Allons le chercher. Ici, par exemple, je prends le premier mois. Attention, sinon on va avoir une erreur propagation. Point virgule. Je vais, dans mon petit tableau, prendre la colonne des mois, point virgule. Ensuite, je vais prendre la colonne des numéros, point virgule. Ici, ça m'étonnerait qu'on ait un pas trouvé, hein. Il y a 12 mois, normalement ça devrait être bon, donc je ne vais pas mettre d'éléments supplémentaires. Je m'arrête là, pardon, j'enlève mon point virgule qui était en trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait dans la formule date? Il nous faudrait le jour. Et le jour, on a dit, ce sera toujours le premier. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et bien sûr, je me retrouve avec toutes les dates qui apparaissent. Les dates du mois d'août deviennent le 1er août, et sinon, c'est le mois d'avril, ça devrait bien marcher. Si jamais vous avez un problème de format, si vous avez des nombres au lieu des dates, sélectionnez les données, allez dans Accueil, et choisissez bien un format date courte. Pour les gens qui aiment les formules, il y aurait une autre solution, ce serait d'utiliser Datval. Datval a besoin d'avoir quoi? Le chiffre, le nom du mois en lettres, tout collé, et l'année. Donc il faudrait mettre bout à bout ces éléments-là et se servir de Datval. Je vais donc faire Datval, je vais mettre 1 et le nom du mois, je vais le chercher dans ma colonne et je prends le premier, je vais mettre un petit et je vais mettre l'année 2024. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'obtiens bien sûr les mêmes résultats puisque Datval convertit la date en texte en véritable date. Bien, maintenant essayons de faire le CA, sauf erreur de ma part, c'est juste une multiplication. Il me faudrait la quantité. Multiplier, c'est la petite étoile qui permet de faire le multiplier par le prix unitaire. J'appuie sur Entrée et on a quelque chose. Alors attention, il a repris le format qu'on avait mis tout à l'heure. À mon avis, c'est tout faux. On va essayer de lui dire de faire quelque chose comme du monétaire. Ça me semble plus simple. Pour calculer le prix de revient, il me semble qu'il faut d'abord qu'on ait le coût du produit. Peut-être qu'ici, ce serait une bonne idée d'insérer une colonne intermédiaire avec le coût du produit.
et il faudrait qu'on aille le chercher. J'imagine que vous avez deviné, bon, je crois que je vais faire une recherche X, ici ce sera plus simple, je vais prendre l'élément qui va me donner le prix, c'est donc le numéro du produit, qui est tout au début, si je ne me trompe pas, point virgule avant de changer de feuille, je vais aller dans les produits, je peux prendre la colonne du produit puisque j'ai fait une recherche X, je ne prends qu'une colonne, point virgule, je veux le coût de production, c'est une recherche exacte donc je peux m'arrêter là. Bon, si on avait envie, on pourrait mettre entre guillemets pas trouvé de manière à avoir un petit message qui soit plus simple qu'un ENA. Pensez bien fermer le guillemet et la parenthèse et normalement on a le coût du produit. Maintenant, le prix de revient. Le prix de revient, c'est le coût du produit fois la quantité vendue. On va donc aller prendre la première quantité. Et bien sûr, ah ben non, il nous l'a fait dans le bon sens. On va avoir des euros, ça m'a l'air pas mal. Si jamais on avait envie d'aller vérifier nos calculs, peut-être que la feuille secours pourrait nous servir. Bien sûr, je vais la mettre en tableau pour commencer. On va peut-être zoomer un petit peu, mais il y a quelque chose qui me paraît étrange. Ah oui, on a le produit 7, bien sûr, mais c'est pas la bonne région. Moi, je crois que c'était Est, notre région. Ah oui, mais d'accord, c'est classé par mois et nous, on n'est pas dans le bon mois. Bon, bah, peut-être qu'on va filtrer un petit peu pour essayer de s'y retrouver. On va voir si c'est la même chose. 7 Est, et on a quantité vendue, prix unitaire. Ouais, je crois que c'était ça. On a donc le CA de 6600 et une marge de 3960. On va voir ça, et ici 2640. Est-ce que c'est les bons chiffres? Ça m'a l'air pas mal pour l'instant. La marge correspond donc au CA moins nos prix de revient. Et nous avons donc nos marges qui sont faites. Maintenant, passons à la suite. Sauf erreur de ma part, les colonnes suivantes ne sont pas utilisées dans la synthèse attendue. Il nous fallait le CA par région, par catégorie, par canal, par mois et la marge. Mais écoutez, je crois que nous avons tout ça. Donc, si j'étais vous, je ferais à cette étape-là le tableau de bord de manière à avoir le maximum de points. On nous demande maintenant d'afficher le mot attention quand le mois de la ligne correspond au mois choisi dans la petite liste déroulante de ces 9 et que la quantité est inférieure à 15 et que le canal est magasin. Nous avons donc trois critères à mettre en place pour afficher le mot attention. Je pense qu'il faut donc faire une condition et comme il y a trois critères cumulés, je pense qu'il faut faire un petit et. Il faut et quoi? D'abord que le mois, on va essayer de le trouver, que le mois soit égal au mois qui est choisi en haut. Point virgule, c'est notre première condition. Deuxièmement, il faut que la quantité, je clique sur la quantité, soit inférieure à 15. Point virgule. Troisième condition, il faut que le canal soit égal à magasin. Là, je crois qu'il faut l'écrire en toutes lettres. Je ferme bien la parenthèse du et puisque nous avons terminé nos conditions. Point virgule. Et maintenant, je vais peut-être me remettre au bon endroit pour que vous y voyez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans notre si? Eh bien, si les trois conditions sont remplies, on affiche le mot attention, sinon, bah rien, donc on va mettre guillemets, guillemets. J'appuie sur Entrée, et on voit bien qu'à certains moments, on va avoir le mot attention qui apparaît, parce que ça correspond aux trois conditions. Par contre, je m'aperçois tout de suite qu'il y a un petit problème. Vu que normalement, quand on choisit un mois, c'est en couleur, il ne devrait pas y avoir attention d'écrit ailleurs puisque c'est pas le mois choisi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, mais ça y est, je vois ma formule et je comprends. Le petit C9 devient C10, puis C11, etc. en descendant. Sans doute que j'aurais oublié quelque chose, mettre un petit dollar devant le 9, voire même ici on aurait pu mettre des dollars partout pour être sûr, mais à minima devant le 9, de manière à ce qu'il n'y ait que le attention qui apparaisse lorsque le mois est sélectionné. Tiens, on va essayer avec le mois d'août pour voir si ça marche, désolé pour le défilement. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'il y aurait des choses qui correspondent dans le mois d'août? Tac, je le mets. Est-ce qu'on a des attentions qui vont apparaître? Eh bien oui, cela fonctionne parfaitement.
Bien sûr, nous n'aurions pas eu ce problème si nous avions donné un nom à la cellule C9. Je vous montre parce qu'il me semble que c'était demandé et que j'ai sauté cette étape. Je peux me mettre sur la cellule, vous voyez qu'ici nous avons ce qu'on appelle la zone de nom. Eh bien, je peux l'appeler quelque chose comme moi, et je n'ai pas le droit de mettre d'espace, donc je vais mettre un souligné, choisi, j'appuie sur Entrée, et maintenant c'est le nouveau nom de cette cellule. Et vous allez voir que dans notre formule, ce qu'on aurait pu faire dès le début, c'est l'avoir nommé, et maintenant, lorsque je vais aller cliquer dessus comme je l'ai fait tout à l'heure, hop, on refait défiler, je clique dessus, cela met le nom de la cellule, et du coup, je n'ai pas besoin de mettre de dollars parce que le nom reste toujours le même, ce n'est pas une référence, donc ça marchera du premier coup sans les dollars. On nous indique que l'année fiscale débute le 1er avril et on voudrait voir ici le trimestre qui apparaît. Je pense qu'il y a des solutions alors faciles et d'autres plus compliquées. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la version 1 où on ne se complique pas trop la vie. Est-ce qu'on a quelque part la possibilité de faire correspondre à chacune des dates le bon trimestre? Eh bien oui, on a quelque part un petit tableau qui s'occupe des mois. Vous vous souvenez, il est là. Peut-être que ce qu'on pourrait faire ici, c'est le trimestre fiscal, et puis on pourrait l'écrire à la main. Regardez, ici, pour janvier, février, mars, est-ce que vous êtes d'accord que c'est le quatrième trimestre de l'année d'avant, donc 2023? Donc ici, on pourrait le recopier. Ici, on aurait quoi? Le premier trimestre 2024. Très bien. Il faudrait le recopier 3 fois. Ok, ici, à partir de juillet, ce serait le trimestre 2 de 2024 et on va le recopier également. Je pense que vous avez deviné quelle va être la formule qui nous permet de récupérer à partir du nom du mois le bon trimestre fiscal. Je pense que vous avez trouvé, ça devrait être une recherche V ou une recherche X. C'est parti. À partir de là, je peux aller dans la feuille des ventes. On va faire, vous choisissez, recherche V, recherche X, je vais faire une recherche X. Ici, on va aller prendre le nom du mois. Désolé à nouveau pour le défilement. Point virgule. Je vais aller dans mon petit tableau. Je vais prendre que la colonne puisque c'est une recherche X. Si vous avez fait une recherche V, prenez tout le tableau. Point virgule. Maintenant, je vais prendre mon trimestre fiscal. Là encore, vous pouvez faire, allez, on va mettre non trouvé, mais enfin, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, ça devrait marcher. Et on devrait avoir les trimestres fiscaux qui apparaissent en quelques clics. Une autre solution serait d'avoir uniquement ici les numéros des trimestres et ne pas inclure l'année puisque bien sûr on pourrait avoir des dates qui correspondent à d'autres années. Essayons avec cette méthode. Ici, nous allons faire une formule qui sera peut-être un petit peu plus grande, donc on va commencer par élargir la barre de formule. Je vais commencer par concaténer, il me faudrait notre T, je le mets entre guillemets, et je mets un petit et. Très bien. Ensuite, il me faudrait le numéro du trimestre. Bien sûr, on va faire notre recherche. Je vais aller prendre quoi? Écoutez, puisqu'on va partir de la date, peut-être qu'on pourrait se servir des numéros des mois qu'on a utilisés. Donc ici, je vais prendre le mois de la date et on va aller prendre les mois en date. Comme ça, on part de date, c'est ce qui apparaît le plus, ce que fait le plus dans la vraie vie. Point virgule, je prends le mois de la date, point virgule, je vais aller le chercher dans mon petit tableau. Alors c'est quelle colonne? C'est la colonne des numéros des mois, point virgule, et ce que je voudrais avoir, c'est le numéro du trimestre. Point virgule, ici, c'est une recherche X, on peut s'arrêter là, et je peux fermer, appuyer sur Entrée. J'ai donc les bons numéros de trimestre, et vous voyez que à partir de janvier, c'est bon, ça recommence à 1, tout va bien. Par contre, maintenant, il faudrait que je mette une condition pour l'année. Maintenant, je vais mettre un petit et ma condition. Si le numéro du mois de la date, je vais donc prendre la date qui est là, je referme la parenthèse. Si le numéro du mois, pour que vous y voyez, je vais me remettre ici. Si le numéro du mois est alors soit janvier, soit février, soit mars, c'est-à-dire strictement inférieur à 4, alors je vais prendre l'année de la date. Hop, elle est où? Elle est là. Et je vais prendre cette année, et comme c'est les mois d'avant, je ferme la parenthèse de l'année, je vais faire -1. Sinon, je fais quoi? Sinon, je prends l'année qui est en cours, et je ferme la parenthèse du si. Normalement, ici, on devrait avoir donc T2, il manque un espace, et on a bien, à partir du mois de janvier,
on a le trimestre 4 de l'année d'avant. Où est-ce qu'il me faudrait un petit espace? C'est juste avant le si. Ici, je mets mon petit et on a bien les bonnes données qui sont revenues. Vous avez remarqué que dans cette formule, on se sert à plusieurs reprises du mois de la date. Ici, on a le mois, ici, on a le mois et ici, on a le mois. Il existe désormais une formule dans Excel qui nous permet d'éviter les répétitions. Je vous la donne ici, c'est un peu cadeau. Je vais me mettre tout au début de ma formule et je vais faire let. Let, ça veut dire en français soit. Soit quoi? Soit M, qui correspondrait à quoi? Au mois de la date. Alors, je le fais une fois. Je vais aller chercher le mois de la date, de manière à ce qu'on ait les choses, et je ferme ma parenthèse. Point virgule. Et bien maintenant que j'ai défini M comme étant le mois de la date, je peux faire ma formule et à chaque fois que je mets mois de la date, je le peux le remplacer tout simplement par M. Ce qui va peut-être simplifier la lecture, en tout cas la longueur de notre formule. Je mets des petits M à chaque fois que je calcule le mois de la date. Et donc ici, quand vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Entrée de manière à avoir votre formule. Ah oui, il faut que je referme bien sûr la formule lettre. Et vous avez bien sûr les mêmes choses avec des répétitions. Vous aurez compris qu'on pourrait définir un petit A, point virgule A, comme étant l'année de la date. Bon, je suis assez feignant, je vais le prendre ici. Tac, copier. Tout ça, ça va devenir quoi? Ça va devenir A. Donc je vais mettre A comme étant l'année et je peux remplacer à chaque fois que j'ai l'année de la date toc, par un petit a. Et je trouve que ma formule devient un peu plus simple. J'ai défini M comme étant le mois de la date, A comme étant l'année de la date, et maintenant je peux faire T et la recherche de mes données. Et dans mon si, je vais mettre 2 fois le A, de manière à avoir les calculs qui sont les bons et une formule qui est un petit peu plus courte grâce à let. Allez, là encore, un petit bonus, si jamais on voulait ne pas se servir de la recherche V, on pourrait mettre ici le numéro du trimestre, je ne fais pas le reste de la formule avec la formule choisir. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le mois de la date, et ensuite je vais dire les différentes possibilités qu'on a à partir de ce mois. Où est-ce qu'elle est? Je crois que je l'ai perdu, pardon. Le mois au format date, hop, il est là. Je ferme la parenthèse et je dis, pour les premières solutions, en fonction des numéros, ça va être 4, point virgule, 4, point virgule 4. C'est les trimestres pour les valeurs 1, 2 et 3. Ensuite, c'est le trimestre 1. Le trimestre 1, le trimestre 1, point virgule, le trimestre 2, le trimestre 2, le trimestre 2, point virgule, le trimestre 3, le trimestre 3, le trimestre 3. Je ferme, j'appuie sur Entrée, et vous allez voir que ça va vous dire à quel trimestre appartiennent chacun des éléments, et vous voyez qu'ici, on a du trimestre 1, puisqu'on est au mois d'avril, et que c'est bien le début de notre année fiscale. Et ensuite, vous avez le trimestre 3, je ne sais plus à quoi ça correspond, le trimestre 4, ici, parce qu'on est en février. Je vous propose de calculer la priorité, mais uniquement pour notre première ligne. Vous allez voir que pour les autres lignes, ce ne sera pas le bon résultat, mais ensuite je vais l'améliorer. Je vais commencer par faire une recherche V, et je crois qu'ici, il faut vraiment faire une recherche V pour que cela fonctionne. La recherche V, elle dépend de quoi? On a dit que ça dépendait des quantités. Je vais donc commencer par aller prendre la quantité de ma première ligne, mes 22 boîtes, point virgule. Maintenant, je peux aller dans priorité. Si je veux chercher à partir d'une quantité, c'est ce que j'ai pris en première partie, il faut que je commence aux quantités et que j'aille vers la droite. Point virgule. Maintenant, quelle est la colonne qui m'intéresse? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la première ligne, on est sur du mois d'août. Le mois d'août correspond à quelle colonne? Attention, vous ne devez pas compter la première colonne. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Août correspond à la 9e colonne de mon tableau. Point virgule. Est-ce que je veux du vrai ou du faux? Regardez, 22 boîtes, on ne va pas l'avoir là-dedans. Là, ce sont des seuils. Je dois donc mettre absolument vrai ici. J'appuie sur Entrée et je vais donc avoir des prioritaires qui apparaissent, mais attention, ça n'est juste que pour les mois qui correspondent à août. Pour ce qui est de avril, etc., c'est totalement faux. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est améliorer la formule pour lui dire ne va pas toujours chercher dans la colonne 9,
va chercher dans la colonne en fonction du mois. Je vais donc insérer une colonne avant et ici, il faudrait que j'ai une formule qui me dise dans quel numéro de colonne aller chercher en fonction du mois. Bien sûr, vous pourriez faire une si condition. Maintenant qu'on a aperçu choisir, vous pourriez faire choisir. Mais le plus simple, ce serait peut-être de se servir de notre fameux tableau des mois et de dire que si jamais c'est août, il faut que tu ailles chercher dans la colonne 9, c'est ce qu'on vient de voir. Et bien sûr, si jamais c'est autre chose, il faut que tu ailles chercher dans les colonnes à partir de 2 et ensuite à partir, tac, 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 jusqu'à 13. Ici, vous pouvez faire soit une recherche V, soit une recherche X. Honnêtement, je vais plutôt faire une recherche X quand je peux éviter la recherche V, c'est ce que je fais. Vous pouvez prendre le nom du mois. Ici, il est où? On l'a ici, point virgule. Je vais aller chercher dans mon petit tableau la colonne des noms des mois, puisque c'est une recherche X. Ici, point virgule. Je vais prendre le numéro de colonne et normalement, on est bon. On ne devrait pas avoir de NA, je vérifie. Normalement, on est bon. Maintenant, dans la priorité, qu'est-ce que je dois changer? À la place de prendre le 9 que j'ai écrit à la main, je vais lui dire tu prends ce qu'il y a à côté. Et vous voyez bien que quand on sera en dessous, on va avoir les éléments qui vont apparaître. Par contre, ces petits zéros à la fin, c'est pas très joli. Peut-être qu'il faudrait faire une colonne supplémentaire avec un petit si pour les cacher. On va essayer ça. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer un cas d'utilisation de la formule équive pour avoir le numéro de colonne. Une autre manière de le faire avec équive qui est souvent demandée en entreprise comme niveau avancé. Je vais prendre le nom du mois, donc comme d'habitude, on remonte et on prend le nom du mois, point virgule. Je vais aller le chercher dans ma feuille priorité dans les en-têtes. Donc je sélectionne les en-têtes avec la petite flèche au début, point virgule. Et je veux une correspondance exacte, c'est-à-dire en mettant 0 à la fin. Quand j'appuie sur Entrée, j'obtiens la même chose, mais bien sûr, ça a commencé à compter les colonnes dès la première, dès le à partir. Il faudrait ici qu'on lui dise donc dans notre formule qu'il faut avoir ce numéro-là, moins 1, et on aurait les mêmes numéros de colonnes avec équive. Allez, pour enlever les zéros, on ferait un petit si la priorité est égale à 0, alors on ne met rien, sinon on prend la priorité. On appuie sur Entrée et on a quelque chose de propre. Passons maintenant à la feuille Région client et on nous demande d'additionner les différentes commandes de chacun des clients. Ici, je pourrais faire une formule somme.si ou une somme science. Je vous avoue, j'ai pris l'habitude de faire la plupart du temps des sommes science parce que si on me demande ensuite de rajouter un critère, bien je peux le faire sans avoir à changer ma formule ni l'ordre des arguments. Dans une somme science, on commence par ce qu'on veut additionner. Je vais donc aller dans la colonne des ventes et je vais choisir la colonne du CA puisque c'est ce qu'on me demande, point virgule. Maintenant, il faut que je prenne la plage sur laquelle je vais faire un critère. Parmi tous les clients, je vais donc aller prendre par exemple le sirène qui est propre, point virgule. Je veux seulement le sirène qui correspond à ma ligne. Je vais donc choisir le sirène qui est sur la ligne où je suis en train d'écrire la formule. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à pousser la petite aide. Appuyez sur Entrée et vous devriez voir qu'ici nous avons des chiffres et nous observons qu'à certains endroits on a 0. Bien sûr, on avait repéré qu'il y avait certains numéros de clients en plus dans ce tableau. Ce sont probablement d'anciens clients ou quelque chose comme ça. En tout cas, eux n'ont pas fait d'achat sur l'année à partir des données dont nous disposons. Pour calculer l'écart entre le CA et l'objectif, écoutez, je vais prendre tout simplement le CA moins l'objectif et je pense que nous avons des chiffres. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez les mettre en euros, on fera tout ça à la fin. Maintenant, pour ce qui est de l'atteinte des objectifs, écoutez, je ferai tout simplement une division, la partie divisée par le tout. Ici, on va donc prendre le CA du client et on va le diviser par l'objectif. On obtient quelque chose qui pourrait se mettre en pourcentage, donc on va dans accueil et on va le mettre en pourcentage, et on voit que ici on a augmenté, on est à 102% visiblement, ici on est en dessous de l'objectif, on est à 93%, etc. Écoutez, et on voit bien sûr qu'il y a des endroits avec des pourcentages improbables, on devait faire 1000, on a fait 8000, donc on a une énorme augmentation, ça paraît logique.
Maintenant, on me demande d'afficher un message en fonction du pourcentage d'atteinte de l'objectif. Et on a sur le côté les petits messages. Bien sûr, je pense qu'il faudrait commencer par mettre ça en tableau. Peut-être qu'on pourrait mettre alerter manager qui est le message juste à côté. Faites attention, je ne l'ai pas mis 3 colonnes plus loin, je l'ai mis juste à côté. Et je pense que je ferai un petit CTRL E. Et devinez quoi, c'est pas trop mal, on a les choses. Maintenant, alors sur la première ligne, on n'a pas le début. Alors je vais peut-être pas le mettre, je vais mettre sur la deuxième ligne. Et ici, on voudrait avoir quelque chose comme 50%. Bon, je vais faire un CTRL E, 50, 60, 80, 95. Ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Et ici, bien sûr, il faudrait que je mette 0%. Donc ça va être notre message. Et ça va être le taux. Bon, si on veut faire une recherche V, il faut bien sûr que les choses soient dans l'autre sens, inverser les colonnes. Si jamais on veut faire une recherche X, on s'en fiche un petit peu. Moi, je vais faire un petit tableau avec juste ça, et on va pouvoir s'en servir. Si vous avez envie, vous pouvez le mettre un petit peu sur le côté et réduire un peu tout ce blabla qui ne sert plus à rien. Comme je vous l'ai dit, si on veut faire une recherche V, il faut d'abord changer l'ordre des colonnes. Je prends et le titre et les données, je me décale pour avoir le petit trait, je lâche, et on est bon. Maintenant, on peut ajuster si vous avez envie pour que ce soit plus propre. On est parti. Égal recherche V. Je vais prendre l'atteinte des objectifs, point virgule. Je vais aller prendre tout mon petit tableau, point virgule, la deuxième colonne. Et bien sûr ici, il s'agit d'une recherche approximative. Je vais donc mettre vrai. Et j'obtiens quelque chose. Mais il me semble que dans l'énoncé, on disait que entre 110 et 150, il fallait mettre nommé VIP, mais à partir de 150%, à mon avis, il faut mettre autre chose. Peut-être qu'on pourrait mettre hors norme, je ne sais pas trop quoi mettre, de manière à ce qu'on ait un petit message qui corresponde à ces augmentations énormes qu'on a à certains endroits. Maintenant, si on voulait faire une recherche X, j'ai décalé l'ordre des colonnes, mais c'est pas très grave, on prendrait l'atteinte des objectifs, point virgule, on prendrait la colonne des taux, point virgule, on prendrait le message, point virgule. Bien sûr, ici on pourrait mettre non trouvé, ou je ne sais pas, et point virgule. Attention, qu'est-ce qu'on va mettre? Vu qu'on a pris le début de chacun des seuils, on va lui dire, si jamais tu ne le trouves pas, tu prends l'élément inférieur. Et donc on va prendre le code -1 qui correspond à ce mode de calcul. J'appuie sur Entrée et normalement nous avons exactement les mêmes résultats. Maintenant, pour produire la synthèse qui est attendue, il nous faut le CA par région, par catégorie et par canal. Pour cela, nous allons faire des TCD. Je clique dans mes données, Insertion, tableau croisé dynamique, et je vais prendre une nouvelle feuille, c'est souvent plus simple, et je vais commencer par la nommer TCD, et je crois que c'était région en premier. Qu'est-ce que je dois prendre ici pour faire mon TCD? Eh bien sûr, je dois prendre les régions, je les mets en ligne, on peut peut-être zoomer un petit peu si on a envie, de manière à ce que vous y voyez un peu mieux, et bien sûr, je dois prendre le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on l'a quelque part, notre chiffre d'affaires? Le voilà, le CA. Je vais faire une addition. Ici, bonne nouvelle, il nous le met au bon format, sinon il aurait fallu peut-être le changer un peu. Je vais faire insertion et je vais prendre, je crois qu'on nous a demandé un anneau. Si vous êtes sous PC, vous avez le petit plus et vous pouvez choisir légende de données. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de cette légende sur le côté. Ici, on va juste changer le titre CA par région. Et on peut enlever ce petit truc moche pour les PC, clic droit, masquer les boutons. Si vous êtes sous Mac et que vous voulez afficher les légendes, vous allez cliquer sur le graphique, vous allez aller dans Création, et dans le premier bouton, vous allez trouver les étiquettes de données, donc vous allez les afficher, et vous pouvez faire légende de données, ce qui va vous donner la même chose, c'est-à-dire les petites étiquettes, et vous pouvez supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Bon, voilà, on a fait notre premier graphique pour avoir le CA par région. Honnêtement, comme les deux graphiques suivants sont exactement les mêmes, je m'embêterai pas, je dupliquerai la feuille. Alors, si vous êtes à droite ou à droite, vous pouvez cliquer sur la feuille et appuyer sur CTRL ou commande ou fonction, les Mac comme d'habitude, je ne sais pas, mais ça vous duplique la feuille. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire clic droit, déplacer ou copier, cliquer sur créer une copie et faire OK. Ici maintenant, ce que je voudrais avoir, c'est les catégories. Alors, je vais aller à la fin, je vais mettre catégorie ici.
OK. Je vais me mettre dans mon graphique et je vais afficher les données. Qu'est-ce qui doit changer? Bah, bien sûr ici, ce sont les catégories. Est-ce qu'on les a calculées? Oui, on les a trouvées ici. Qu'est-ce qui change? Bah, rien d'autre. À part peut-être le titre. Et ici, il faut que je mette par catégorie. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Dupliquer la feuille à nouveau. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est par canal. Donc, on va enlever ça. On va mettre canal. Ici, il faut que j'enlève les catégories et que je mette le canal à la place. OK. Et le nom de ma feuille, c'est TCD par canal, si j'arrive à l'écrire. OK. Point virgule. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait? Je crois que c'était les catégories à nouveau, mais par marge. Bah, écoutez, on va pas s'embêter, hein. On va prendre le même que tout à l'heure et on va juste changer ici. C'est pas le CA qui nous intéresse, c'est la marge. Donc, on va prendre la marge. Ah, je crois qu'il faut refaire nos légendes. Ici, ça n'a pas marché. Tac, légende de données. Et on est bon. Et je vais mettre ici, c'est la marge par catégorie. Alors maintenant, il nous faudrait l'évolution par mois. Bah, écoutez, on peut continuer à dupliquer. Ici, je vais mettre que le nom de la feuille, ça va être les mois. Le graphique, alors ce ne sera pas celui-là, donc on va l'enlever. Je pense que c'est le CA, donc du coup, on va enlever ça. Alors dans les versions récentes, vous allez voir que les noms des mois vont être dans le bon ordre. Donc je vais prendre mois 2024 et je crois que c'est bon. Vous pourriez aussi prendre les mois en date, exploser ça et prendre les mois. Ça marcherait aussi, c'est vous qui voyez ce qui vous paraît le plus intéressant. Maintenant, je vais insérer le graphique qui me paraît moins pertinent pour ça. Je prendrai peut-être plutôt ça, à vous de voir ce qui vous intéresse. On va supprimer les choses qui ne nous plaisent pas là-dedans. OK. Et on a notre évolution en mois. On a notre évolution par mois, mais ce qu'on voudrait, c'est sur cette feuille avoir les autres graphiques. Mais écoutez, on ne va pas s'embêter. On prend un des graphiques. Moi, je vais le couper pour me souvenir que c'est bon, c'est pris, et je vais aller le mettre sur le TCD des mois. Hop, c'est celui-là. Je vais prendre le TCD des catégories. Je vais aller le mettre à côté. Cliquez bien à côté avant de faire votre coller, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, on va prendre le canal, on va aller le mettre sur le TCD des mois, à côté, c'est bien. Et ensuite, on va prendre le TCD de la marge, je le prends et je vais le coller peut-être en haut, à côté, de manière à avoir de la place. Voilà, on va avoir ici tous nos éléments. Si je veux faire bouger les données, je vais prendre un graphique que je veux faire bouger et je vais aller dans Analyse et je vais insérer quelque chose. Alors soit vous pouvez prendre un segment par exemple sur les mois 2024, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça, ce qui marche très très bien. Soit vous vous dites bon, peut-être que je vais prendre quelque chose pour les dates et vous pourriez dire ici qu'on va prendre le mois au format de date et on va avoir une chronologie qui marche aussi. Vous remarquerez toutefois que cette chronologie, alors, fait bouger les choses, mais elle ne fait bouger qu'un seul des graphiques. Et j'aimerais faire bouger d'autres choses. Que ce soit la chrono ou le segment, il va falloir qu'on la connecte. Mais à quoi faut-il ne pas la connecter? Si je le fais bouger ce TCD-là et que je choisis qu'un seul mois, ben j'aurai qu'un seul point à chaque fois. C'est donc pas une très bonne idée de le relier ici. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais connecter cette chronologie à quoi? Au canal, oui, à la catégorie, oui, à la marge, oui, au TCD des mois, non, aux régions, oui. Maintenant, lorsque je vais cliquer ici, je vais donc avoir les données qui font bouger tous les graphiques en camembert, mais pas le graphique en courbe. De la même façon, je vais cliquer sur un autre graphique, par exemple les catégories, je vais aller dans Analyse et je vais insérer un segment, par exemple sur le canal. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, j'ai la possibilité de filtrer par canal. Bien sûr, pour l'instant, ça ne fait bouger qu'un seul des graphiques. Ici, si je reprends tout. Donc, qu'est-ce que je veux faire bouger avec ça? Peut-être que je veux tout faire bouger, sauf le camembert qui contient le canal, parce que si je vais cliquer sur en ligne, il n'y aura qu'un seul rond avec en ligne, et magasin, qu'un seul élément. Donc ici, je vais faire clic droit, connexion de rapport, et je pense qu'il faut que je fasse tout sauf cocher la partie canal. Donc je vais faire cocher ces éléments-là. Et maintenant, on voit bien que tout le reste bouge, sauf le canal. Si jamais vous voulez mettre ce segment plutôt à l'horizontale, vous pouvez cliquer dessus,
aller dans Segment et ici augmenter le nombre de colonnes pour que ce soit un petit peu plus propre. Je crois qu'il nous reste les catégories, donc je vais cliquer sur un autre graphique que celui qui contient les catégories. Je vais insérer un segment, je vais chercher catégorie, OK, et je vais faire en sorte qu'il fasse bouger quoi? Bah, tout sauf les catégories. Connexion de rapport, et ici, le canal, oui, les catégories, non. Alors, catégorie par marge, je crois que c'est pas une bonne idée. Et donc, on va prendre les mois et les régions, et je crois qu'on est bon, si je me suis pas trompé, on va voir. Et donc, normalement, quand je fais bouger, ça fait, alors il y a des régions de temps en temps, elles n'ont pas les catégories, mais, ah oui, c'est parce que j'ai pris que ça. Et normalement, on est bon, tout bouge, sauf les deux avec les catégories. Maintenant, masquons les feuilles qui sont inutiles. Attention, j'ai bien dit masquer, je n'ai pas dit supprimer. Ici, je crois que la synthèse, c'est important. Les ventes, on a plein de calculs, donc forcément, c'est important. Région client, est-ce qu'il y avait des calculs ici? Il me semble que oui, donc on la garde. Et le reste, on s'en fiche un petit peu. Je vais donc masquer toutes celles-là, de manière à ce qu'il ne reste que 3 feuilles et que quand la correctrice ou le correcteur ouvrira votre fichier, ils arrivent sur la feuille la plus sympathique, c'est celle-là. Maintenant, on peut enregistrer de manière à ne pas tout perdre, et c'est déjà pas mal. Ce qui serait intéressant, c'est que vous prépariez l'impression de cette feuille de manière à ce qu'on ait quelque chose de propre. Ici, par exemple, si on va dans l'impression, voilà ce que ça donne. Autant dire que c'est une catastrophe. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de mettre une orientation paysage suivant ce que vous avez fait. Moi, je crois que c'est plutôt utile dans mon cas. On pourrait réduire un petit peu les marges pour voir ce que ça donne. Et à mon avis, il faudrait que toutes les colonnes soient sur une seule page, de manière à ce qu'on ait ceci. Bien sûr, vous avez la possibilité d'aller rajouter des éléments. Vous pouvez aller, si vous êtes sous Mac, dans Marge personnalisée. Les PC, vous avez directement mis en page, on arrive au même endroit, mais c'est bon. Et ici, on va dans En-tête, pied de page. Et ici, par exemple, on pourrait mettre, je sais pas, le nom du fichier. Ici, on pourrait mettre la date à laquelle on l'a fait. Et dans le pied de page, on pourrait mettre à minima à combien de pages, sur quelle page on est, et ici peut-être un petit slash, et mettre, si j'y arrive, le nombre de pages totales, de manière à ce qu'on voit qu'il ne manque pas de pages, et on fait OK. Et normalement, vous allez avoir les éléments qui apparaîtront directement, et vous aurez votre point d'impression. Maintenant, essayons de voir un petit détail. J'aimerais bien faire venir au milieu de l'anneau qui concerne la marge par catégorie, combien représente cette marge. Ici, j'ai la somme du CA, mais pas la marge. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une petite cellule, si possible vers le haut, que je retrouve facilement, et je vais faire égal. Je vais aller dans le TCD de la marge et je vais cliquer sur le total. Je sais que c'est une grosse formule qui apparaît, mais ne vous inquiétez pas, appuyez juste sur Entrée. Cela fait venir le chiffre qui nous intéresse dans notre petit tableau. Évidemment, ça vaudrait le coup de le mettre par exemple en monétaire et peut-être d'enlever une ou deux décimales parce qu'on n'en a pas besoin. Et bien voilà, ça c'est le chiffre qu'on va voir arriver. Maintenant, ce que je voudrais, c'est le faire venir au-dessus. Pour cela, je vais faire insertion. Je vais aller prendre une petite forme, un rectangle par exemple, et je vais le mettre par-dessus mon graphique au milieu. Bien sûr, quand la forme est sélectionnée, si j'écris dedans, eh bien le chiffre ne bougera pas. Je vais donc juste la sélectionner, aller dans la barre de formule, j'ai le droit, je peux faire égal et je peux cliquer sur la petite cellule. Lorsque j'appuie sur Entrée, cela fait venir le chiffre dans ma petite forme. Et vous verrez que lorsque je vais filtrer, ce chiffre va changer parce que ça va faire bouger le TCD. Maintenant, on peut bien sûr faire un petit peu de mise en forme. Je vais aller dans Accueil et je vais, ou même je vais faire un clic droit, et je vais faire aucun remplissage, et je vais faire aucun contour. Et dans Accueil, ce que je voulais faire, c'était aligner un petit peu le chiffre au milieu de ma forme, de manière à avoir quelque chose de sympathique. Pour décorer un petit peu tout ça, nous allons tout simplement insérer une image. Alors je vais l'insérer par-dessus les cellules. Je vais dans Insertion, Illustration, on va chercher Image, on le veut par-dessus les cellules, et ici je vais peut-être prendre une image d'archive, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que par exemple, si je faisais solaire, il y aurait des choses intéressantes? Ah bah oui, il y a une petite image qui me plaît bien,
Je vais essayer de la mettre ici. Alors bien sûr, je ne peux pas la mettre par-dessus les chiffres de mon TCD, ça ne va pas marcher. Par contre, je peux le mettre devant tout le reste. Je vais faire un clic droit dessus et je vais la faire passer à l'arrière-plan. Maintenant, elle est derrière mes graphiques et ce que je peux faire, c'est que je peux enlever le remplissage des graphiques. Alors sur PC, vous faites un clic droit et puis vous allez voir que vous avez la possibilité de gérer le remplissage aucun et de gérer le contour aucun. Si vous êtes sous Mac, vous sélectionnez un graphique, vous allez dans Accueil et vous pouvez cliquer sur le pot de peinture et vous pouvez faire aucun remplissage. Cela marche très bien aussi. Ensuite, bien sûr, on va aller prendre chaque partie de nos graphiques et on va essayer de mettre un petit peu de couleur, qu'on voit un peu les choses. On va faire pareil ici sur la partie des mois. Et puis, il faut faire ça un peu à chaque fois. Bien sûr, j'ai choisi une image avec un bord qui est noir et donc normalement, si je me débrouille bien, je peux appliquer du noir aux colonnes qui sont sur le côté. Je vais mettre la police en blanc et en me débrouillant plutôt bien, hop, on ne verra pas la différence entre ce qui est l'image et ce qui n'est pas coloré. Et bien sûr, vous continuez à faire aucun remplissage, aucun remplissage, aucun remplissage, de manière à ce qu'on voit votre petite image et que ce soit quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, pour les chronologies et le segment, la mise en forme est un peu plus compliquée. Commençons par la chronologie. Je clique dessus, j'ai donc un menu chronologie et là j'ai différents styles. Bon, prenez celui qui se rapproche le plus de ce que vous voulez. Vous pouvez faire un clic droit, vous voyez qu'on ne peut pas le modifier, par contre on peut le dupliquer. Je vais donc le dupliquer et je vais prendre la chronologie entière. Les Mac, ne soyez pas étonnés, ils ont gardé les intitulés du tableau alors que ça ne correspond pas, mais c'est pas très grave. Prenez le premier élément. Ici, nous avons la possibilité de changer le format. J'ouvre le format, je peux aller dans remplissage et le remplissage, je voudrais aucune couleur. Donc cliquez bien, aucune couleur. Vous faites OK. Et maintenant, peut-être que je voudrais que la ligne d'en-tête, elle est une autre couleur parce que sinon ça va être en noir sur noir. Donc ici dans la ligne en tête, je peux faire format, aller dans la police et choisir peut-être une couleur de police qui soit relativement visible. OK, faites OK et on est bon. Maintenant, on fait OK et rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur l'ancien format qu'on avait choisi. Revenez dans chronologie, les Mac, vous avez une petite tirette pour agrandir tout ça. Et nous, il faut bien sûr qu'on aille choisir ce que l'on vient de créer et qui est ici. Et vous verrez que votre chronologie, maintenant, elle est transparente et vous pouvez changer un petit peu la mise en forme. Pour les segments, c'est presque pareil, il faut prendre quelque chose qui vous plaît et le dupliquer. Malheureusement, il n'y a pas dans le segment la possibilité de faire dans le remplissage aucune couleur. Vous pouvez essayer de cliquer, à ma connaissance, jusque à ce mois-ci, ça n'est toujours pas possible, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Donc on est obligé de choisir un fond qui va être le plus proche de celui de mon image. Et donc c'est là qu'il y a un petit peu des astuces. Bon, par contre la ligne d'en-tête, on peut faire comme tout à l'heure et avoir une police qui soit un petit peu plus visible. Pourquoi pas ça? On verra si c'est une bonne idée. On fait OK. À nouveau, pensez bien à aller chercher ce que vous avez créé. Et maintenant, vous allez voir que c'est un fond. Donc en fait, j'essaye de le mettre dans un endroit où on ne verra pas que c'est un fond. On fait croire que c'est transparent alors que ça ne l'est pas. Si je veux avoir des chiffres qui bougent comme ici et qui m'affichent quelques KPI ou quelques indicateurs, je peux le faire à condition de prendre une feuille qui existe, par exemple la feuille des catégories, je vais la dupliquer et changer quelques petites infos là-dedans. À la place d'avoir des catégories, je vais tout sortir, je veux avoir juste un chiffre. On voit que c'est le chiffre d'affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais le répéter plusieurs fois en valeur et que je vais modifier tour à tour le contenu de chacune des colonnes. Pour cela, je fais un clic droit, je vais dans synthétiser les valeurs et je vais prendre ici par exemple le nombre, ici je vais prendre par exemple la moyenne, ici le minimum, etc., etc. Vous avez compris le principe. Maintenant, cette feuille, je vais m'en servir, mais attention, en faisant tout simplement un égal dans ma synthèse. Dans la feuille synthèse, je vais décaler un petit peu mon image, on ne le voit pas très bien, et je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez mieux.
Et ici, je vais me mettre dans une des petites cellules qui est derrière et je vais appuyer sur égal. Je ne vais rien faire d'autre que d'aller dans la petite feuille que j'ai prise tout à l'heure et ici par exemple, je vais cliquer sur le nombre. Je sais que ça me fait une formule compliquée, mais je ne vais pas la regarder, j'appuie sur entrée. Je vais faire pareil pour les autres éléments, je retourne, je prends la moyenne, etc. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire des petits rectangles comme on l'avait fait pour le chiffre du milieu. Et bien sûr, une fois que j'ai mis tout ça en place, je peux remettre mon image devant tous mes chiffres. Bien sûr, je vais mettre les intitulés sur un petit rectangle à part, de manière à ce que mes chiffres bougent bien lorsque je vais cliquer sur mes segments, lorsque je vais en avoir besoin. Ici, on fait des tentatives, ça a l'air de bien bouger comme il le faut en fonction de mes choix sur les différents segments. Bien sûr, dans la feuille des ventes, il faudrait mettre la protection et pour cela, il faut qu'il y ait une protection qui soit partagée. Les formules doivent être verrouillées, mais pas le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la partie qui est modifiable. On pense bien à prendre aussi la petite liste déroulante. Une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit et je vais faire format de cellule. Ici, on voit qu'il y a plein d'onglets. Celui qui nous intéresse, c'est le dernier, car on veut dire cette zone-là ne doit pas se verrouiller lorsqu'on va mettre la protection. Je décoche donc verrouiller et je fais OK. Maintenant, je peux protéger ma feuille. Je vais dans Révision, Protection, protéger la feuille. Et bien sûr, le jour de l'examen, on ne met jamais de mot de passe, donc je fais juste OK. Et maintenant, on peut voir que ici, on pourrait changer. Par exemple, ici, je pourrais mettre février. Et bien sûr, ici, si j'ai envie de faire une modification, par exemple supprimer, j'ai un message d'erreur qui me dit non, non, cet endroit-là n'est pas modifiable. Vite, je remets mon out de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite. Il serait intéressant pour conclure de montrer à l'examinateur ou l'examinatrice que vous êtes capable de faire une macro, puisqu'en entreprise, on suppose que vous êtes capable au moins de les gérer. Ici, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ajouter une ligne en haut de mon tableau, puisque vous savez que la feuille est protégée, donc on va la déprotéger, ajouter la ligne et la reprotéger. Ce n'est pas très compliqué. Avant de faire ça, j'ai juste un petit truc à vous donner. Ici, on a mis un format, un fond dans les cellules, et quand on va rajouter une ligne, ça va le faire descendre aussi. Je vais donc l'enlever, donc furtivement, enlever la protection si ce n'est pas déjà fait, et on va lui dire que ici on ne voudrait pas de format, donc je vais faire effacer les formats. On ne le voit pas très bien, mais honnêtement ça fait une différence. Et bien sûr, on reprotège notre feuille de manière à ce qu'on reparte correctement. Maintenant, on peut faire l'enregistrement de notre macro. Je vais dans Affichage, je vais cliquer sur Macro, Enregistrer une macro. Je vais lui donner un nom, Ajouter ligne. Attention, vous ne devez pas mettre d'espace ni au milieu ni à la fin. Je ne vais pas mettre de raccourci, je vérifie bien que c'est enregistré dans ce classeur. À partir de ce moment-là, je peux cliquer sur OK. Bien sûr, la première chose que je vais faire, c'est aller dans Révision et d'enlever la protection. Maintenant, je clique sur la première cellule en haut, clic droit, Insérer, ligne de tableau en haut. Une fois que c'est fait, on va s'empresser de remettre la protection, Révision, protéger la feuille, OK, et on pense bien à arrêter l'enregistrement de la macro. Macro, arrêter l'enregistrement. Et bien voilà, on est pas mal. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter un petit bouton pour pouvoir déclencher la macro. Bien sûr, il faut que d'abord j'enlève la protection pour pouvoir ajouter une petite forme. Je vais aller dans Insertion et je vais prendre un petit carré. Hop, on va le mettre plutôt par ici. On va mettre un petit plus dedans et peut-être qu'on va pouvoir l'aligner un petit peu dans Accueil pour qu'il soit un peu centré. Et vous pouvez augmenter un peu la police si vous avez envie. Maintenant, on peut faire un clic droit, affecter une macro. On choisit la macro qui nous intéresse et on clique sur OK. Et bien sûr, maintenant, on reprotège la feuille. Révision, protéger la feuille. On teste notre petite macro, j'appuie sur le plus et cela marche plutôt pas trop mal. Bien sûr, si votre macro est déjà en XLSM, vous n'avez rien à faire, sinon vous devez impérativement l'enregistrer au format classeur Excel prenant en charge les macros.
Il y a une autre petite macro que je ferai bien car elle est très simple et elle me paraît assez utile. Ici, nous avons deux segments et une chronologie. Si j'ai envie de défiltrer les données, il faut que je fasse le tour des différents segments et de la chrono pour aller décliquer tous les éléments de filtrage. Je trouve que c'est un peu fastidieux et surtout je risque d'oublier un des éléments. Essayons de faire une macro qui va faire ces 3 clics. Première chose, je vais bien sûr m'assurer qu'il y a quelque chose à défiltrer dans chacun des éléments. Donc cliquez quelque part de manière à ce qu'il y ait des choses de filtrer. Ensuite, allez dans Affichage, Macro et enregistrer une macro. Appelons cette macro Défiltrer et cliquons sur OK. Je vais faire le premier clic de manière à défiltrer, le deuxième clic pour défiltrer la chronologie et le troisième filtre pour défiltrer les catégories. Maintenant, je peux aller dans Macro, arrêter l'enregistrement. Et je peux aller dans Insertion pour ajouter un petit bouton. Je vous avoue que les autres petits boutons du développeur ne me plaisent jamais vraiment. Et vous pouvez mettre votre petit bouton dans un coin, l'appeler par exemple Défiltrer, et évidemment lui affecter une macro. Ici, bien sûr, je vais choisir la macro Défiltrer et nous pouvons faire un petit test. Essayons de filtrer quelque chose dans nos différents éléments et nous allons voir ce qui se passe lorsque nous cliquons sur Défiltrer. Eh bien, toutes les sélections se refont. Et bien voilà, j'espère que cette année vous a permis de progresser dans la maîtrise et la compréhension des tableaux de bord Excel. Nous vous remercions pour votre attention et votre compagnie durant les cours. Nous vous souhaitons bonne continuation et bonne réussite dans votre avenir professionnel. À bientôt, au revoir.